Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous quotidien pour la presse en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 novembre, 26 novembre déjà. J'ai une courte annonce à vous faire avant de passer à vos questions et nous allons limiter aujourd'hui ce rendez-vous de midi à 30 minutes pour laisser la place à la vice-présidente exécutive, Madame Vestager, qui viendra vous présenter un cas antitrust. This morning, President von der Leyen took part in the EU-Australia leaders' virtual meeting alongside the President of the European Council, Charles Michel, and the Prime Minister of Australia, Scott Morrison. The leaders reconfirmed their determination to work together in a coordinated way on a number of key issues, among others, the fight against the COVID-19 pandemic, and taking effective measures to protect health and build more innovative, sustainable, inclusive, and resilient economies, also ensuring post-pandemic socio-economic recovery, tackling the urgent challenge of climate change, advancing digital transformation, and promoting supply chain resilience. The leaders also exchanged views on international developments, including in Asia and the Pacific, and cooperation in international organizations. A joint press release was issued after the meeting and is now available on the press corner. Avec ceci, nous pouvons passer à vos questions. Et je commence avec Lornay. Yes, good afternoon, Lorne Cook, the Associated Press. I have a question on migration, please. It's about a text that was written by Greece, Italy, Malta and Spain and addressed to the Commission President. I wonder if perhaps you can confirm reception of that document and perhaps any first reflections that you might have about it. And I would also mention that it's been said by the Commission, by Commissioner Johansson, it's important to do this quickly. And I wonder if that's still the case for the Commission and why it is important to get this asylum system through quickly, reform. Thank you. Question for Adalbert. Thank you, Lorne. The President has indeed received the letter and she will reply in due course. Discussions on the new pact are ongoing within the European Parliament and the Council. It's been now 2 months, so although the discussions are quite intensive, they are still at a relatively early stage. We will continue to work closely with the co-legislators within our institutional framework. The pact is based on extensive consultations with all member states and stakeholders, including also Italy, Spain, Malta and Greece. These proposals seek to address the varied and genuine concerns of all in the knowledge that no member state experiences migration in the same way. We welcome that member states, including also the signatories of this letter, consider the Commission's proposals as a constructive starting point for our common work that is now taking place. Both the situation and the positions within the Council have evolved since 2016, and the challenge now is to take the points of convergence and create a set of forward-looking solutions. The Commission will continue supporting the co-legislators in taking this important work forward, and we also welcome the commitment underlined by the letter's signatories to continue a constructive engagement. Thank you, Adalbert. Let us stay on the issue of migration and home affairs more generally. Are there other questions for Adalbert on this? Please only keep your hand raised if it is the case. I see 2 hands raised. Fabio, you have the floor. We cannot hear you, Fabio. No, sorry. We will come back to you. Once you have sorted out your technical issue, we go to David Carretta on this. Oui, merci Eric. David Carretta, Radio Radicale. Je voulais demander 2 choses qui sont en fait liées parce que c'est sur la question de procédure à la frontière. Est-ce que vous acceptez le fait que
comme il y a écrit dans la lettre, dans le document, on parle ici d'une fictio iuris, pour pas faire rentrer formellement des migrants dans l'Union européenne comme le soutiennent les 4 pays. Et toujours sur la procédure aux frontières, est-ce que vous reconnaissez, comme quelqu'un l'a souligné aussi dans cette salle de presse quand le pacte a été présenté, que le résultat, un des effets possibles, c'est de créer des grands camps à la frontière externe, des camps fermés, comme c'est le cas aujourd'hui dans les îles grecques. Adalbert. Merci David. Je pense que nous avons eu déjà l'occasion d'expliquer ces questions en détail, mais juste pour rappel, donc concernant la question sur fictio iuris, ce n'est pas un terme que nous utilisons dans le pacte, mais il est exact que dans nos propositions, il y a des situations où les personnes se trouvent physiquement sur le territoire européen, mais ces personnes ne sont pas autorisées à entrer dans l'Union européenne ou dans les États membres, et les procédures qui ont lieu, y compris les procédures à la frontière, à ce moment-là, ont pour but de déterminer leur droit d'entrer sur le territoire. Concernant les endroits où les procédures à la frontière devraient se dérouler, à la frontière ou ailleurs, nous avons le pacte, les propositions que nous avons faites ne prescrivent pas exactement dans quel genre de construction, de structure ces procédures doivent se dérouler. Elles doivent se dérouler en principe à la frontière ou dans des endroits proches de la frontière, mais c'est aux États membres de mettre en place des structures adéquates en fonction de ce qu'ils estiment nécessaire dans la mise en œuvre de ces dispositions. Mais je tiens à rappeler qu'un des buts de nos propositions est d'aboutir à des procédures efficaces et rapides, ce qui empêcherait aussi l'engorgement de toutes ces structures qui devraient être mises en place à la frontière. David, un follow-up s'il te plaît, parce qu'après, vu le temps, nous passons à d'autres sujets. Est-ce que c'est possible avoir des structures ouvertes et avec la situation juridique à laquelle tu as fait référence, donc ne pouvoir pas entrer sur le territoire, enfin être sur le territoire, mais ne pouvoir pas entrer formellement dans l'Union européenne? Le pacte ne prescrit pas la détention en tant que telle. Donc ce sera aux États membres d'appliquer les propositions font qu'il est possible pour les États membres d'appliquer des motifs de détention qui sont dans la directive conditions d'accueil, et ce sera aux États membres ensuite de déterminer dans chaque cas individuel comment procéder. Merci. Alors, je passe maintenant là. Nous allons terminer sur ce thème et passer à des questions sur le ski. Fabio, voyons si tu as résolu ton problème de micro. Hi, good morning. We can hear you. Okay. Good. So my question is about ski season, and I'm not understanding if this question is it's a bilateral issue or an EU issue. And maybe if you can tell us if the Commission is working on that, and how, and what the position of the Commission on this issue. Thank you. Thank you. Stéphane. Thank you very much, Fabio. Fabio, this question was also raised in the context of yesterday's press conference with Vice President Skinas and Commissioner Kyriakides. I will maybe reiterate a few of the elements which have been raised and which are important. The first thing to know is that the decision whether or not to allow skiing is, of course, a national competence. This is not a European competence.
But what was very important also in the reply of Vice President Skinas and Commissioner Kyriakides is the fact that lifting restrictions too early can increase the risk of resurgence of the virus. This is exactly one of the reasons why already in April at European level a roadmap was adapted with a series of recommendations to ensure careful phasing out of containment. And the theory which was applicable in those days is still applicable today, obviously. There is no one-size-fits-all approach to a gradual and science-based and effective lifting of the containment measures. But what is very important, and stressed again also yesterday, is that we have a very high level of coordination and cooperation between the member states. And that applies to transport, it applies to skiing activities, and so on. I would maybe also like to draw your attention to the ECDC projections. The ECDC has also warned against a lifting of restrictive measures too early. They have indicated in their projections that if member states continue to stick to the measures that they have put in place, this will lead to very low levels of infection. But the ECDC also forecasted that if measures are lifted quickly, this may lead to a resurgence in hospitalization as early as the first week in January. So it is very important that while a safe and effective vaccine is not yet available, we urge EU member states to continue their efforts and follow up on the recommendations that have been issued by the Commission. Of course, we are always ready to take any further initiative needed to support the member states on their coordination and to keep the spread of the virus. Thank you. Thomas. Yes, I guess it may be for Adalbert rather. Question very simple. If a member state starts stopping cars with ski equipment on the roof, does that violate any Schengen rule? I guess that it would be possible out of whatever the public health exception, but it's better for you to give me the answer, not myself. Thomas, we keep your question. We will stick to questions for Stéphane for the moment. And come back to that afterwards. Virginie, tu as une question sur ce sujet aussi. Vous m'entendez là? Absolument, vas-y. Bon, bonjour. Oui, j'imagine que Mme Merkel sait très bien que c'est une compétence nationale. Ceci étant dit, elle a quand même publiquement demandé à l'Union européenne de trancher cette question de l'ouverture des stations de ski suite à sa réunion hier avec les Länder, en disant que ça n'allait pas être simple. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça et comment vous recevez cette demande? Qu'est-ce que vous pouvez faire ou ne pas faire? Merci beaucoup, Virginie. Je pense que c'est difficile pour nous de dire pourquoi ou de donner des commentaires sur le pourquoi de commentaires de chefs d'État. Je peux seulement réitérer ce que j'ai déjà dit, c'est que ces décisions sont des décisions de compétence nationale. Nous soulignons le fait, nous insistons sur le fait qu'il faut être très prudent pour éviter une résurgence du virus. Et c'est pour cette raison-là que nous demandons aux États membres de bien coordonner leurs efforts, prenant en considération la science et les lignes directrices, les recommandations que nous avons établies, que le ECDC a établies. Merci. Merci. D'autres questions pour Stéphane sur la saison de ski. Je vois, c'est Lorenzo, je pense. Stéphane, je n'ai pas oublié ta question, hein, mais Lorenzo. Vous m'entendez? Oui. Allô? Vas-y. Oui, la question est un peu plus en détail. C'est-à-dire, le problème n'est pas, pour l'Italie au moins, le problème n'est pas de relaxer les mesures concernant les stations de ski. En fait, l'Italie ne veut pas qu'on recommence. On a déjà eu dans le passé un problème de contagion dans les stations de ski. Donc, l'Italie ne veut pas réouvrir les stations de ski. Le problème de l'Italie, c'est que les pays voisins, l'Autriche, la Suisse aussi, la France, pourraient ne pas laisser fermer
les stations de ski. Et donc, on aurait des Italiens qui vont en Autriche ou en France, ou je ne sais pas où, au-delà des frontières, dans les stations de ski qui sont restées ouvertes. Et après, ils reviennent en Italie. Et donc, ils risquent de, en fait, contagier les Italiens au retour, alors que l'Italie avait fermé les stations de ski. Donc, le problème est que on pourrait avoir, par exemple, une recommandation de la Commission que tous les gens qui vont dans les stations de ski à l'étranger soient après soumis à quarantaine. Qu'il y ait des mesures pour éviter justement qu'il y ait ce contagion de retour, alors que les stations de ski dans les pays sont restées fermées. Merci Lorenzo, mais comme j'ai dit avant, les mesures qui sont prises par les États membres sont des mesures de compétence nationale. Ça, c'est une chose et je tiens quand même à le souligner. Évidemment, nous demandons aux États membres de bien prendre en considération les recommandations qu'on a faites, les recommandations en ce qui concerne distance physique par exemple, et d'adapter ces règles à la situation épidémiologique de chaque pays. Et c'est chaque pays qui doit faire cette évaluation sur base de ces recommandations pour arriver à leurs décisions. Deuxièmement, il est important, comme aussi je viens de l'expliquer, que ces États membres prennent leurs décisions en bonne coordination avec les autres. Et je pense que je ne peux pas ajouter beaucoup d'autres choses sur ce point-là. Merci. Merci. Patricia, tu as une question sur le même sujet? Thank you, Eric. Patrizia Antonini with Answer Press Agency. Thank you for the previous answers, but I haven't understood if the Commission is now working on new recommendations in view of the Christmas holidays, because well, my understanding was that you were working on them and they are expected at the beginning of December. Can you confirm this? Thank you. Thank you, Patricia. Listen, we are looking into how we can strengthen cooperation and coordination between the member states, and to see whether we can soon develop a recommended approach for how to stay safe as possible. Thank you. Isabelle. Oui, bonjour. J'ai aussi une question sur le ski. Est-ce que dans toutes les recommandations que vous avez faites et que j'ai pas tout en tête dans les détails sur la manière dont il fallait déconfiner, je me souviens qu'il y a eu des textes précis aussi sur des recommandations pour les différents secteurs économiques. Est-ce qu'il y a eu à un moment quelque chose de précis sur le ski? Première question. Et deuxièmement, alors j'entends bien que c'est une compétence nationale, mais vous faites des recommandations en ce moment aussi sur des compétences nationales. Est-ce que c'est un sujet qui peut être abordé dans un des forums? Enfin, on sait qu'il y a plein de réunions virtuelles, etc. Et si oui, lequel? Je ne pense pas, à ma connaissance, nous n'avons pas établi des recommandations spécifiques sur le domaine de ski. Nous avons établi toute une série de recommandations, souvent de nature horizontale, pour demander, pour recommander, par exemple, quelles règles à respecter en termes de distance, la portée des masques, des mesures non pharmaceutiques, etc. Donc, il y a toute une série de recommandations là qui doivent être appliquées dans chaque secteur en prenant en compte les spécificités de chaque secteur. En ce qui concerne les forums qui existent, oui, il y a certainement des forums qui existent pour les États membres pour discuter des défis de coordination, par exemple dans le domaine de la santé. Il y a le comité de la sécurité sanitaire, the Health Security Committee, qui est un comité qui est convenu régulièrement, justement dans le but de mettre ensemble les États membres pour discuter des défis, des problèmes, des solutions, des approches dans le domaine de la santé. Merci. Merci. Virginie, tu avais un follow-up? Oui, je voudrais savoir sur la Suisse, si d'une manière ou d'une autre, il y a des enceintes, parce que là, je suis toujours sur mon sujet ski, il y a des enceintes de coordination sanitaire &co auxquelles elle participe. Comme je ne suis pas du tout une spécialiste de la Suisse et de l'Union européenne. Merci. Les mécanismes de coordination que j'ai établis s'appliquent aussi, que j'ai présentés s'appliquent aussi à la Suisse. Le Health Security Committee, par exemple, il y a aussi le Early Warning Response System auquel les Suisses ont accès. Donc, il y a
discussion avec les Suisses aussi en ce qui concerne des questions sanitaires. Christian, sur le même sujet? Oui, Brièvement. mais alors, comme j'ai un peu raté le début, peut-être que vous avez répondu et je m'en excuse par avance. Mais en fait, j'entends toujours sur le ski des États membres prendre des positions. Et en fait, ces positions menacent ce qu'on appelle la libre circulation de Schengen. Les Suisses sont dans Schengen. Est-ce qu'un État membre peut décider, comme ça a été évoqué en Italie, de dire il est hors de question à fermer la frontière avec la Suisse parce qu'on ne veut pas que nos citoyens aillent skier en Suisse alors que nous fermons nos stations de sport d'hiver. Même problème pour la France. Les Français vont fermer l'accès à leurs stations de sport d'hiver. Et est-ce qu'on peut empêcher des Belges de traverser la France pour aller en Suisse? C'est ça la question. Est-ce qu'on risque pas de menacer? Merci. Merci Christian. C'est la question qui avait été posée par Stéphane et sur laquelle nous allons maintenant revenir. Adalbert. Bon, merci beaucoup. C'est une question qui est un peu à cheval entre les règles Schengen, donc concernant les frontières internes, et les questions de libre circulation qui sont plutôt avec Christian et l'équipe justice. Donc, si cela ne te dérange pas pour une explication juridique fournie, n'hésite pas à nous contacter tous les deux par après. Mais en règle générale, ce que je peux peut-être rappeler est que du point de vue des contrôles aux frontières internes, on parle de contrôle aux frontières internes lorsque des mesures sont prises en place qui pourraient conduire à un refus d'entrée sur le territoire. Et lorsque ce n'est pas le cas, ce sont sans doute d'autres mesures qui sont des mesures sanitaires à ce moment-là et qui sont dans la compétence des États membres, sachant aussi qu'il y a des recommandations à ce sujet que Stéphane a rappelé tout à l'heure. Et ensuite, quand il s'agit des questions concernant l'admission des citoyens européens sur le territoire de notre État membre, il y a des conditions qui sont définies dans la directive libre circulation sur lesquelles nous pourrions te renseigner ensemble avec Christian si tu as besoin de détails. Stéphane, je pense que cela a dû répondre à ta question, mais par courtoisie, je te rends la parole au cas où tu aurais un follow-up. Bon, tu sais ce que je voulais demander. Voilà. Non, ma question c'est est-ce qu'il y a une demande concrète des États membres que vous coordonnez cette situation, parce que bon, il risque d'avoir une cacophonie que vous avez déjà eue, qui risque de se répéter. Est-ce qu'il y a des données qui disent que le ski est dangereux, ou est-ce que c'est pas plutôt l'après-ski, disons, qui est problématique? Merci. Écoute, est-ce qu'il y a eu des demandes officielles pour nous de coordonner? Tu as entendu les propos de Virginie. Je ne sais pas ce qui est officiel, ce qui n'est pas officiel. Ce qui est clair, c'est que tout le monde sait très bien que les décisions sur l'ouverture ou non des stations de ski, ces décisions relèvent de la compétence nationale. Et c'est complètement différent de ce que présentait Stéphane sur le podium tout à l'heure, qui est le rôle de la Commission européenne en ce qui concerne les recommandations qui peuvent être faites sur les mesures sanitaires à prendre pour quelque type d'activité que ce soit, afin de s'assurer que celles-ci puissent, que les activités diverses et variées puissent se dérouler dans des conditions de sécurité sanitaire appropriées. Donc il y a une vraie différence entre ces deux dimensions. Et je ne vais certainement pas ici commencer à rentrer dans le détail de quel type d'activité exacte est plus dangereuse que telle autre. Nous avons toujours dit qu'il revenait aux États membres d'évaluer la situation épidémiologique sur base de tous les critères qui sont dans nos différentes recommandations. Voilà, nous allons clôturer ce chapitre ici car il nous reste 2 minutes. Donc, je clôture le chapitre saison de ski et j'ouvre les questions sur d'autres sujets pour 2-3 minutes encore. Raf, you have another question.
Yes, good morning. Very quickly, what is the status of Michel Barnier? Is he out of quarantine? Is he safe to travel? And whether you have any idea on that? Thanks. Michel Barnier is waiting for the results of his test. Voilà. David, tu as beaucoup eu la parole aujourd'hui, donc si tu permets, je vais passer la parole à Oliver. Salut. Bonjour. Salut à tout le monde. Une petite question concernant les fonctionnaires européens de la Commission. Est-ce qu'il y a des conseils de la Commission pour ces fonctionnaires concernant les vacances de Noël? Conseillez-vous qu'on reste à la maison, qu'on ne rentre pas chez les familles, comme presque tout le monde doit le faire, afin de contrôler le virus? Et en plus, je voudrais savoir quel est l'avis de la Commission sur la fermeture des écoles européennes jusqu'au, je pense, 18 janvier, ce qui apparemment agace pas mal les parents et cause aussi des questions sur la gestion de la saison des vacances pour les fonctionnaires européens. Merci. Merci. Balázs. Oui, bonjour Oliver, pardon. Donc, concernant la première question, le seul conseil qu'on a pour nos fonctionnaires, c'est de suivre les règles applicables dans les États membres où ils se trouvent. Et à part ça, comme vous le savez, ce sera possible pour nos employés de télétravailler en dehors de lieu, d'affectation pour une période de 2 semaines à partir du 10 décembre jusqu'au 24 décembre. Donc, c'est une mesure tout à fait exceptionnelle de laquelle nos employés vont pouvoir bénéficier pendant le prochain mois. Donc, la deuxième question sur les écoles européennes. Donc, le principe reste que les mesures restent toujours en ligne avec les mesures applicables dans les États membres où les écoles se trouvent. Mais sur les détails davantage, je vais devoir regarder ces questions. Je vais revenir vers vous de manière bilatérale l'après-midi. Merci. Je vais prendre une dernière question aujourd'hui et elle est pour Griselda. Là. Merci beaucoup. Écoutez, c'est sur les relations avec les États-Unis et le commerce, parce que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de M. Dombrovskis au Parlement européen et j'ai découvert avec une certaine surprise, excusez-moi, je ne suis pas tous les jours ça, que le premier accord en 2 décades, je crois qu'il a dit, pour enlever les taxes d'accès au marché européen, c'était un accord sur les homards et les langoustes. Bon. Je ne sais pas si ça va aider à réduire son prix pendant les Noëls pour ceux qui pourront en manger, mais j'aimerais savoir pourquoi exactement ces produits et pas un autre. Merci beaucoup. Merci. Une question pour Myriam. Bonjour. Je voudrais confirmer qu'il y a eu cet mini-accord qui a été négocié au mois d'août qui couvre les huîtres, mais qui couvre aussi d'autres produits pour l'intérêt de l'Union européenne. Ces produits sont couverts de façon MFN, ça veut dire que c'est ouvert pour tous les autres pays, pas seulement pour les États-Unis. Et c'est un pas en avant pour essayer de trouver d'autres accords avec les États-Unis. Merci beaucoup, Myriam. Voilà, nous restons à votre disposition, bien entendu, en dehors de la salle de presse pour toutes vos questions, mais nous passons maintenant la parole à la vice-présidente exécutive, Madame Vestager, pour une conférence de presse sur un cas antitrust. Merci et à demain.